Oui, c'est mieux de tousser maintenant. Maintenant, je vais vous lire un extrait du deuxième livre que j'ai eu la chance de publier avec Cyril, qui, il faut le dire, est un éditeur sans nul autre pareil. Je pense qu'il a les qualités qu'aucun autre éditeur ne peut avoir. Il a aussi quelques petits défauts. Il a un seul grand défaut. Il n'est pas joignable au téléphone. Et donc je dois remercier vraiment Nina qui a fait le relais. Vraiment, Nina m'a sauvée. Je me demande ce que je serais devenue sans Nina. Et voilà. Non mais Cyril a été merveilleux. Je suis assez triste, c'est vrai. J'ai publié La transparence des voiles en 2018, Les anges de l'histoire ici en 2020. Donc voilà, je vais vous introduire un peu Les anges de l'histoire. Il faudra que je tousse. Hein. Donc Les anges de l'histoire est un roman à la fois initiatique, c'est une quête, ça a trait aussi au transhumanisme, au changement de la société et la dénaturalisation de l'être humain. Donc Soledad a un nom de fille, mais c'est un garçon. C'est un artiste. Et là, il se retrouve sur la Seine, dans une jonque. Il tombe comme ça par hasard sur une jonque. Il y a un matelot qui s'appelle Angoche, qui est assez taciturne, qui ne lui parle pas. C'est la nuit, il est sur cette jonque, et il fait une rencontre tout à fait inattendue. Il rencontre en fait une tête. D'abord, il est enroulé, une corde s'enroule autour de son cou, et en fait, c'est une tête qui a juste une corde au cou. Ceci est inspiré directement du folklore japonais. C'est un monstre japonais qui a été représenté par Hokusai et par d'autres. C'est juste une tête de femme, très maquillée avec un fume-cigarette, un turban. Moi, j'en ai fait un objet cybernétique, qui est en fait une espionne. Donc, elle veut l'espionner et il y a un dialogue s'engage entre eux. Et il s'avère que cette tête chercheuse, cet objet cybernétique, est très malheureuse parce qu'elle est presque humaine. En fait, c'est notre questionnement à nous d'humains. Est-ce qu'on est des humains? Est-ce qu'on est des machines? Est-ce qu'on a été créé par qui? Par quoi? Comment? Enfin. Et donc, elle lui dit que sa vie est devenue insupportable. Que la liberté, c'est pouvoir se suicider, comme le dit un personnage de Dostoïevski. Qu'elle ne peut pas se détruire et qu'elle lui demande donc de la détruire. C'est ce passage que je vais vous lire maintenant. Elle s'appelle Gladys Angst. Elle enroula la longue volute de son cou autour du torse de Soledad. Elle ne serrait pas fort, mais il sentait ce lien encerclé. Il était surpris par sa chaleur, par sa douceur, comme des ondes d'elle à lui, parcouraient sa chair. La tête se posa dans le creux de son cou. Elle murmura « Effacez-moi de la surface de la terre, comme ça je deviendrai humaine, et non plus cette bâtarde entre la chair et le métal, entre la cellule et le code. Juste à l'espace d'un instant, au moment de mourir, je pourrais me ressentir vivante, moi, Gladys Angst. » Soledad prit la tête entre ses mains. Gladys ouvrit les yeux. Il fut frappé en plein cœur. Elle avait maintenant la beauté de Faustine Dupré, la grâce de Laura, le charme de Dove. Il comprit au plus profond de lui que des humains étaient comme Gladys, pris entre la chair et le métal, entre la cellule et le code, ni humains, ni machines, qu'ils étaient en train de proliférer à toute vitesse. Des êtres vivaient, mais ce n'étaient plus des humains. Voudrait-il de ce monde-là? Il lui fit un baiser sur la bouche. Quelle surprise! Elle avait des lèvres de velours. « Je fais le faire, Gladys, dit-il. Comment voulez-vous que je m'y prenne ?» Elle sourit. « Comme tu voudras, chère, tendre. Merci. » Elle ferma les yeux. Il la lança sur le pont violemment. Elle rebondit plusieurs fois et la corde s'enroula autour d'elle. Il ne voyait plus ni son visage, ni son chignon. Ce n'était qu'une grosse pelote comme un long boyau de chair, un peu dégoûtant.
sans regarder. Il sauta dessus plusieurs fois, à pieds joints. Elle était douce et molle, comme de la vraie chair. Quelqu'un arriva derrière lui, le matelot Angoscia. Angoscia ramassa la tête, réduite en bouillie, le fume-cigarette, le foulard, et les mit dans une boîte. « Suis-moi dans la cabine, dit Angoscia. J'ai quelque chose pour toi. » Quand ils furent dans la cabine, Angoscia lui tendit la boîte ainsi qu'une sorte de parchemin roulé sur lui-même, fermé par un cordon rouge. « Tu es triste, dit Angoscia, et je sais pourquoi. Mais ne pleure pas pour Gladys. Gladys Angst. Elle s'appelait, Angoisse, comme moi. C'est drôle, n'est-ce pas? » Soledad prit la boîte et le petit rouleau de parchemin. Le matelot le débarqua de sa jonque fleurie. Dans son cabanon, à la cime des arbres, Soledad rangea soigneusement la boîte. Il déplia le rouleau et lut. Jonque et fleurs. En fait, cette guerre, c'est quoi? C'est la norme contre l'être singulier. La norme toute puissante provient de toutes les couches. Elle s'infiltre partout. Elle ne provient pas d'une source unique, mais irradie de la même où on ne l'attend pas, et ce, de toutes les différentes strates du monde. Elle dispose de moyens considérables pour écraser l'être singulier qui n'a plus le droit d'en être. Les réseaux et les mass-médias, la standardisation ayant atteint un stade horriblement élevé. Ces armes sont la terreur, la dépersonnalisation, l'idolâtrie, qui prennent 1001 formes. La terreur submerge l'être, elle l'emplit en entier. La terreur ne laisse pas de place en lui pour l'inconnu, le nouveau, la différence, l'invention, le vide, qui sont les seuls éléments propices à la recherche de soi. La dépersonnalisation est produite par la terreur. Chaque potentat joue de la terreur, car ainsi les gens ne peuvent plus s'inventer, être eux-mêmes. Ils sont dépersonnalisés et ne peuvent qu'obéir aveuglément, sans même s'en apercevoir. La terreur et la dépersonnalisation engendrent l'idolâtrie. Terreur, dépersonnalisation, main dans la main, servent la volonté de ramener à elle tout ce qui n'en est pas, tentant de combler par une raison première qui, dans le fond, n'est qu'un masque, religion ou argent, notre errance fondamentale de vivre. Au lieu d'être les sujets de leur désir par où seulement l'être peut s'exprimer, les humains sont devenus les esclaves des objets, ceux qu'on achète, ceux de l'idolâtrie religieuse scientifique. Par où se creusent les catacombes où s'ensevelissent, morts-nés, les réels désirs. Les objets idées comblent artificiellement les trous couvrent en nous nos désirs. Désirs non pas d'avoir, mais d'être, qui seul nous ouvre à l'autre, l'inconnu. La terreur a pour auxiliaire la haine du flottement, de l'errance, du vide. Tout planifier, tout contrôler, maîtriser, obturer, au lieu de flotter dans une jonque sans maître. Il faut créer de l'espace vide, s'embarquer sur les jonques, redonner place à l'inconnu, ce que par peur et par soif de domination, presque tous veulent faire disparaître. Créer une autre manière de vivre, quelque chose qui ne propose pas la plénitude, le trop-plein, ce qui est toujours avelissant et meurtrier en fin de compte, mais que chacun puisse se créer son utopie propre, qui soit radicalement neuve et inédite. Et le nouveau, c'est assumer la coupure. Ce que font les sociétés à idéologie, celles prétendant détenir la vérité sans faille et continue, c'est de vous faire tomber dans un monde sans durée ni coupure. Ça, c'est le néant, la mort définitive. C'est à l'opposé du vide, de la vie. L'expérience de la coupure, vivre, c'est-à-dire se détourner des biens de quelque forme qu'ils soient. Car vivre, c'est aimer, et le seul moyen d'aimer, c'est d'accepter le trou, la coupure, le vide, par où l'on se recrée sans cesse. C'est donc accepter de mourir en tant qu'identité stable, détenant un statut social. Flotter dans l'inconnu, et ne pas avoir de soi une image fixe, mourir et puis, avec les autres, se recréer et renaître.
Alors vous n'êtes pas dans le néant, la neutralisation de vos réels désirs, mais dans le vide, telle une jonque à l'espace indéfini qui flotte et dérive. Gladys Angst, tête chercheuse. Ouh!